Bonsoir à tous, guten Abend. Ravi d'accueillir Hans-Dieter Lucas. On va échanger ensemble pendant une quarantaine de minutes, et avec vous aussi bien sûr. Quelques mots peut-être très rapides de présentation d'un homme qui est, je dirais, l'une des figures emblématiques quand même de la diplomatie allemande, en poste à Paris depuis un an, c'est ça ? Voilà, et auparavant qui a bourlingué, hein, comme on dit en français trivial, à Moscou, à Washington, au moment du 11 septembre d'ailleurs, je crois, et puis beaucoup à Bruxelles, en particulier sur les questions de défense, à l'OTAN, et on peut dire le mot, l'un des artisans de l'un des plus grands accords diplomatiques de ces dernières années, malheureusement détricoté depuis, c'est l'accord sur le nucléaire iranien. Donc on est vraiment très heureux de vous avoir avec nous. J'ajoute que vous parlez très bien français, et ça aussi c'est un plaisir. On va échanger donc avec vous sur ces 16 années de gouvernance Merkel en Allemagne, sur ces 16 années d'échanges aussi franco-allemand. Comment a évolué cette relation franco-allemande pendant ces 16 années de gouvernance Merkel? D'ailleurs, la chancelière sera demain soir à Paris pour dîner avec le président Emmanuel Macron. Et donc, on va aussi échanger avec vous. Vous aurez tout loisir tout à l'heure de poser vos questions à l'ambassadeur. Pour rentrer en matière, en guise d'apéritif, ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo, l'une des 6 vidéos produites par la rédaction internationale de Radio France, par Ludovic Piétenu, donc notre correspondant permanent à Berlin, avec Franck Ballanger. 6 vidéos qui s'intéressent à la personnalité, aux traits de caractère d'Angela Merkel. Donc, on va en regarder qu'une seule. Vous avez tout loisir d'aller voir les 5 autres, notamment sur le site de France Culture. Cette première vidéo, ça s'appelle la Stabilität en allemand, l'un des traits de caractère principaux de la chancelière. On regarde ça ensemble et on discute après. Je m'appelle Ludovic Piétenu, je suis correspondant de Radio France en Allemagne. Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir, elle aura été chancelière pendant 16 ans. Comment a-t-elle fait pour rester aussi longtemps la femme la plus puissante du monde? C'est ce que je vous propose d'essayer de comprendre ensemble. Quand on pense à Angela Merkel, un mot vient à l'esprit, la stabilité. Une telle longévité au pouvoir est unique dans une démocratie. La stabilité chez elle, c'est une obsession. Stabilität, c'est comme ça qu'on dit en allemand, c'est assez simple. Et vous pouvez fouiller ses discours, elle en parle presque à chaque fois. C'est comme un slogan, une devise, un mantra. En politique, la répétition est une force. On dit aussi que Merkel, c'est weiter so, on continue comme avant et ça rassure. Et c'est pourquoi, pendant toutes ces années, elle a quand même beaucoup plus souvent défendu la puissante industrie automobile allemande que de parler, d'évoquer la question du changement climatique, par exemple, ce qu'elle n'a fait que très récemment. C'est une conservatrice, c'est normal, vous allez me dire, elle affectionne le statu quo. Mais ça n'est valable que sur quelques grands principes. Sur le reste, elle est parfois capable d'aller contre son propre parti. On lui prête même un symbole pour exprimer cette stabilité. Sur les photos officielles, quand elle prend la pose, elle joint les doigts de ses mains, les pousse vers le haut et forme un losange. En allemand, on dit un Raute. C'est précis, comme elle, la scientifique, c'est fermé. Certains disent que ça représente la force, ça a la forme d'un brise-glace. D'autres ont échafaudé des théories comme celle de la circulation des énergies. Merkel a toujours répondu avec un brin d'humour. Non, c'est la seule position qui m'aide à garder le dos bien droit. Cette stabilité s'exprime aussi au travers de son corps, cette même coupe de cheveux, sauf depuis quelques années avec un peu plus de volume pour, dit-on, lui donner un côté un peu plus chancelière. Cette même veste qu'elle a trouvée un jour dans un magasin de Hambourg et dans lequel elle retourne très souvent pour racheter toujours le même modèle mais dans des couleurs différentes. Et puis ce collier ras du cou, qu'on appelle le collier Merkel, qu'elle a porté le soir de sa première réélection et qui depuis, paraît-il, lui porterait bonheur. Angela Merkel ne change pas par nature. On est ici à Templin, à 2 heures au nord de Berlin, dans le Brandebourg. C'est ici qu'elle a grandi. Ses parents sont d'origine modeste.
Ils ont été élevés très à l'est, en Pologne. Le père est un pasteur protestant. Son premier poste est à Hambourg, là où naît Angela, et là on est à l'ouest, à l'époque où l'Allemagne est divisée. Et par conviction politique, le père va déménager toute la famille ici, de l'autre côté du mur, en ex-RDA. Angela va grandir dans la morale et l'austérité. Cette obsession pour la stabilité, c'est donc ici qu'Angela Merkel la nourrit avec cet environnement, cette éducation familiale. Politiquement, un peu plus tard, en s'engageant, elle a compris que cela pouvait être payant. Personne ne peut ainsi l'accuser de s'enivrer du pouvoir ou d'une quelconque déconnexion avec le peuple allemand. Voilà, l'une de ces 6 vidéos donc, réalisées par Ludovic Piétenu et Franck Ballanger. Je vous invite vraiment à regarder les autres, ça vaut le coup. Hans-Dieter Lucas, Stabilität, weiter so, c'est ça qui définit d'abord Angela Merkel pour vous? Oui, je pense qu'on pourrait dire ça, mais tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à vous, à Radio France, d'avoir organisé donc, cette soirée dédiée à l'Allemagne, donc quelques jours avant les élections en Allemagne. C'est vraiment un tournant pour nous. Et je pense que c'est une excellente idée d'organiser donc une telle soirée sur l'Allemagne. Je pense que le départ de Madame Merkel, c'est vraiment un tournant, et ces élections également. Et personne ne peut vous dire donc, quel sera donc, le résultat de ces élections. Mais je peux vous rassurer, donc les 3 candidats qui se sont présentés à ces élections à la chancellerie, ce sont tous des Européens convaincus, donc des avocats de l'amitié franco-allemande. Donc je peux vous dire, ne vous inquiétez pas en ce qui concerne les futures orientations de l'Allemagne. Bon, en ce qui concerne la chancelière et la stabilité, il est vrai que la stabilité du pays et de l'Europe était un leitmotiv pour Angela Merkel. Mais donc la notion de stabilité, donc c'est pas seulement qui caractérise Madame Merkel, mais stabilité, sécurité, ce sont des notions qui sont très importantes pour les Allemands. Ce sont des notions qui jouent un rôle dans la conscience politique des Allemands, et ça a quelque chose à voir avec notre histoire, donc les chapitres sombres de notre histoire dans la première moitié du XXe siècle. Et c'est la raison pour laquelle ça résonne avec le peuple allemand. Deuxième point, donc stabilité était toujours une notion clé pour elle, mais il ne faut pas confondre stabilité avec immobilisme. Et j'évoquerai seulement quelques grands tournants pendant ces saisons. Elle a changé d'avis, de fait, sur plusieurs grands sujets. Sur plusieurs grands. Il y a vraiment des grands changements dans ces saisons, des grands tournants. En ce qui concerne la politique intérieure, par exemple, la fin du service militaire obligatoire, c'était vraiment une petite révolution pour les conservateurs. C'était l'abandon du charbon, l'abandon du nucléaire. Le charbon suivra. Post-Fukushima. Oui, post-Fukushima. C'était le mariage pour tous. Donc, c'était aussi pas en premier plan donc, sur un agenda conservateur. Et puis, donc, la grande crise migratoire, la décision d'accueillir plus d'un million de réfugiés en Allemagne. Donc, ce sont des grands La fameuse formule Wir schaffen das. Tous les Allemands la connaissent. Nous y arriverons. Nous y arriverons. Et sur le plan de la politique internationale, donc plus récemment, donc cette initiative franco-allemande sur le plan de relance pendant la crise pandémique, n'est-ce pas, ce grand plan consistant à 750 milliards d'euros, basé sur une mutualisation des dettes au sein de l'Union européenne. Donc c'était aussi quasiment impensable donc, pour la classe politique allemande de faire quelque chose là, mais c'était donc la réponse à une crise vraiment exceptionnelle. Et dans ce cas-là, donc c'est pas l'immobilisme, c'est vraiment la volonté de la chancelière de façonner le changement. On va revenir sur certains de ces points. Je suis sûr qu'il y aura des questions dans la salle, mais j'ai envie de vous demander presque un souvenir personnel.
Oh, il y a prescription maintenant, elle va s'en aller, ça fait 16 ans. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a frappé à titre personnel avec Angela Merkel? Oui, c'était donc j'ai accompagné la chancelière en février 2015. C'était un voyage à Minsk. C'était pendant donc, le conflit russo-ukrainien. Donc en Biélorussie. Minsk en Biélorussie, c'était cette grande confrontation entre la Russie et l'Ukraine. Et là, on avait négocié à Minsk avec le président Poutine et le président ukrainien et le président Hollande, les soi-disant accords de Minsk qui prévoyaient donc un cessez-le-feu dans le Donbass, donc l'est de l'Ukraine. Et ces négociations ont duré 17 heures sans interruption. Donc, c'est-à-dire, on était arrivé donc l'après-midi et ça a duré donc jusqu'au matin le jour prochain. Et c'était la chancelière qui était là. Donc, pendant ces 17 heures, nous étions totalement crevés, donc les fonctionnaires. Mais elle était toujours là, attentive, avec une concentration impressionnante. Et ça m'a vraiment démontré sa capacité énorme, vraiment, de négocier et d'insister sur un compromis. Il y a aussi un trait de caractère particulier à Angela Merkel, c'est sa grande loyauté. Elle est entourée d'un cercle depuis le début, en fait. On ne connaît pas nécessairement ça en France, mais porte-parole, Steven Seibert, ça fait plus de 10 ans, Beate Baumann, les gens qui sont... C'est vraiment... Elle a son cercle, et ce sont des fidèles, et elle leur est fidèle, et ils lui sont fidèles. Oui, la loyauté personnelle joue un rôle très important. C'est la raison pour laquelle donc, son cercle donc, qui l'entoure, ce sont des gens qui restent pour des années et des années. Donc, vous avez mentionné le porte-parole, Steffen Seibert, son chef de cabinet, Beate Baumann. Elle est là depuis les débuts, depuis 2005, n'est-ce pas? Et Eva Christiansen est un autre exemple. Donc, ça, c'est vraiment... Là, il y a une grande continuité donc, qui est aussi un des secrets de son succès, n'est-ce pas, d'avoir ce cercle des fidèles et des proches. Et puis une forme de simplicité. On dit souvent que la France est restée monarchique à certains égards. Ce n'est pas le cas du tout de l'Allemagne. Elle va faire ses courses au magasin du coin. Tout le monde sait où elle habite. Enfin, elle ne vit pas cachée. Elle a assez peu de garde du corps. Elle vit simplement. Oui, simplement. Donc, tout le monde sait où elle vit. Donc, juste en face de la Museumsinsel au centre de Berlin, donc des grands musées. Elle a une dacha dans la Uckermark, dans le Brandebourg, très simple. Elle est très connue pour préparer une soupe aux pommes, n'est-ce pas, qui est une spécialité de la région. Donc, c'est certainement pas la haute cuisine française. Mais donc, ce sont des choses simples, n'est-ce pas, qui caractérisent aussi la chancelière. Il y a quelque chose de fascinant, avant qu'on prenne peut-être une première salle de questions dans la salle, il y a quelque chose de fascinant dans une enquête, je ne sais pas si vous l'avez vu, très récente d'un think tank qui s'appelle le ECFR, qui dit que de très nombreux Européens souhaiteraient que finalement l'Allemagne prenne plus de place, enfin qu'elle assume davantage son statut de puissance, y compris de puissance politique. Elle assume son statut de puissance économique, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais davantage de puissance politique. C'est peut-être ce que n'a pas fait finalement Angela Merkel. Bon, elle a toujours essayé donc de mener une politique en étroite concertation avec les voisins, les Européens, et notamment avec la France. Et donc, je pense qu'elle a bien compris, mais c'est aussi une des grandes lignes, n'est-ce pas, de la politique allemande depuis la guerre, que l'Allemagne ne veut pas dominer l'Europe. Donc, c'est-à-dire, il faut arriver à des compromis donc avec nos voisins. Ça nécessite une négociation. Et ça nécessite tout d'abord aussi une entente franco-allemande qui est souvent la base d'un compromis européen.
Et c'est la raison pour laquelle elle a toujours donc essayé de développer une excellente relation avec les 4 présidents français avec lesquels elle travaillait. Donc Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, elle a connu 4 en effet. Hein. Ouais. Ça n'a pas toujours été très simple quand même avec les 4. Il y a eu les grands couples franco-allemands de l'histoire, Adenauer, De Gaulle, Schmitt, Giscard d'Estaing, Kohl, Mitterrand. On a l'impression qu'après, avec Schröder, puis après avec Angela Merkel, et là les 4 présidents français, ça n'a pas toujours été quand même un lit de rose, comme on dit en français. C'était toujours donc des caractères très, très différents, n'est-ce pas? Mais enfin, elle est toujours arrivée d'établir, n'est-ce pas, une relation excellente avec ces 4 hommes. Donc, parce qu'elle a compris, donc il faut vraiment s'entendre avec la France et de créer donc aussi une relation personnelle. Donc, qui est la base aussi pour des discussions et des négociations parfois très difficiles. Mais avec, je le redis, des débuts, Hans-Dieter Lucas, souvent difficiles quand même au démarrage, avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande, qui lui en a sans doute un peu voulu d'avoir soutenu Nicolas Sarkozy lors de la campagne à l'époque, même avec Emmanuel Macron, qui était quand même, qui est arrivé un peu comme, j'allais dire, presque un jeune freluquet de 25 ans de moins, passez-moi l'expression. Enfin, vous voyez, des choses qui n'étaient pas évidentes au début, en fait. Pas du tout. Et qui se sont construites progressivement. C'est ça que vous avez vu aussi. Oui, absolument, mais enfin, donc, elle est vraiment arrivée donc, à développer donc, une relation qui positive, fructueuse, donc, avec ces 4 présidents qui étaient aussi donc, étaient très, très différents. C'est aussi le reflet peut-être d'un regard de l'Allemagne sur la France, c'est-à-dire cette vision que la France, elle est, j'allais dire, faussement turbulente. C'est-à-dire, elle fait beaucoup de bruit avec les bras et elle a des grandes visions et des grands projets, et puis en fin de compte, elle ne fait pas grand-chose. Vous voyez cette idée-là, que finalement, on est plus conservateur que vous. Bon, je pense que ce sont des tempéraments très différents, n'est-ce pas, entre la France et l'Allemagne. Et ça fait partie du jeu. C'est le tempérament qui nous distingue, mais aussi donc, souvent aussi donc, des différences dans la substance. Donc si on regarde les grands thèmes, souvent donc, nos points de départ sont très différents. Mais je pense que la chancelière a décrit ça une fois, elle a dit donc c'est ça la beauté aussi du franco-allemand, vraiment de ce travail du rapprochement. Qui peut être très dur, n'est-ce pas, mais qui est tout à fait nécessaire pour l'Europe. C'est-à-dire, on commence avec des points de départ différents, et puis on s'en parle, et on rapproche, et finalement, on arrive en compromis, comme j'ai déjà dit, qui est aussi très utile et important pour l'Europe. Alors, est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions? Je ne sais pas, alors je ne vois pas bien dans la salle, donc je sais qu'il y a 2 micros à chef qui se promènent quelque part. Donc, voilà, je vois devant, là, madame, et puis là-bas derrière aussi. Donc, on va vous donner des micros et allez-y. Voilà, puis après, ça sera devant. D'accord, bonsoir. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez dit là à l'instant que Angela Merkel avait bien compris qu'il fallait travailler avec la France. Est-ce qu'elle n'a pas vraiment répondu à toutes les initiatives de Macron de ces dernières années de renforcer le couple franco-allemand? Je pense qu'elle a donné donc les deux ont donné une réponse très importante au défi de notre temps, et ça c'est le traité d'Aix-la-Chapelle. Donc il y avait donc il y a 2 ans, 2019. Il y a 2 ans, 2019, n'est-ce pas? Donc il y avait ce grand discours du président de la République dans la Sorbonne, où il a donc développé ce concept, ou la notion de la souveraineté européenne, qui est tout à fait important. Et je pense que pendant les dernières 4 années, donc, cette notion de la souveraineté européenne, donc, qui était proposée par le président Macron, était vraiment de plus en plus aussi donc, acceptée à Berlin. Et ça, c'était une notion qui aussi guidait la présidence allemande du Conseil l'année dernière. Et le deuxième exemple, c'est donc c'est le traité d'Aix-la-Chapelle, donc c'est un traité entre la France et l'Allemagne qui a complémenté donc le traité d'Élysée qui a été conclu entre
le président de Gaulle et le chancelier Adenauer. Et c'est 1963. 1963. Et ça, le traité d'Aix-la-Chapelle, donc c'était un traité qui vraiment développe, n'est-ce pas, la base de la relation franco-allemande, par exemple par la création d'un comité pour la coopération transfrontalière, par la création d'un fonds citoyen pour soutenir la coopération des sociétés civiles, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau et ça, on a vraiment développé ensemble. Il y a, juste avant de vous donner la parole pour une autre question là-devant, pour prolonger cette question, il y a un sujet auquel les Français tiennent beaucoup. Enfin, en tout cas, je crois comprendre que la présidence française de l'Union européenne au premier semestre prochain veut en faire un axe. C'est la politique industrielle européenne et la volonté qu'il y ait quelque chose au niveau européen de relance de l'industrie. On reproche souvent aux Allemands, y compris vu de Paris, de tirer la couverture à eux, c'est-à-dire de ne défendre que leur industrie, et en particulier leur industrie d'exportation, et en particulier l'industrie automobile. Comment vous regardez ça et qu'est-ce que vous répondez à ça? Donc ça c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc, la notion d'une politique industrielle, c'était pas toujours populaire de l'autre côté du Rhin. Mais il me semble donc en Allemagne, on a vraiment embrassé cette notion et la nécessité de soutenir le développement industriel de l'Europe sous l'impression, n'est-ce pas, de la concurrence des grandes puissances, des États-Unis, de la Chine, aussi de la crise pandémique. A clairement démontré donc, que nous avons donc, des dépendances dans des secteurs stratégiques qui sont assez problématiques. Le problème de la production des masques, par exemple, c'est seulement un exemple. Donc, il y a d'autres exemples. Donc, il faut vraiment renforcer la souveraineté européenne aussi dans nos domaines industriel et dans ce domaine, on a vraiment pris quelques initiatives franco-allemandes qui sont très importantes. En ce qui concerne la microélectronique, l'hydrogène, on parle maintenant d'une initiative dans le domaine de la santé, mais tout ça avec une perspective européenne, c'est-à-dire ce sont souvent des initiatives franco-allemandes, mais enfin donc ça aboutit à une initiative qui est soutenue par les 27, par la Commission européenne. Donc politique industrielle important et un autre exemple, donc, le ministre de l'économie allemand, M. Altmaier, il parle souvent de la nécessité d'une politique industrielle allemande. Pour des décennies, on n'a pas entendu ce mot dans le ministère de l'économie allemand. Donc c'était le premier qui fait ça. Donc il y a une évolution, il y a des changements. Donc il y a certainement une convergence dans ce domaine-là. Alors devant, j'avais vu madame qui levait la main là. N'hésitez pas, là-bas il y aura après. Je vois aussi. Allez-y. Bonsoir, merci pour cette séance. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. J'ai une question qui rejoint un petit peu la question de Jean-Marc Four et qui est plutôt liée à la politique de défense. Parce qu'effectivement, il y a maintenant plusieurs années qu'on a le sentiment que la France fait un peu cavalier seul sur ces sujets-là en essayant de rallier l'Allemagne sur des questions liées à l'autonomie stratégique. Maintenant, Ursula von der Leyen semble vraiment convaincue de la nécessité de l'Union européenne et notamment du couple franco-allemand d'avancer en la matière. Elle parle de nécessité de construire une réelle Europe de la défense. Il y a la boussole stratégique qui va sans doute être creusée, notamment sous la présidence française de l'Union européenne. Mais donc ma question c'est, pensez-vous que ce soit la CDU, les sociodémocrates ou les candidats écologistes qui l'emportent, que ces questions-là soient, on va dire, enfin vraiment prises à bras-le-corps par l'Allemagne, en dépit effectivement des préventions liées à l'histoire, mais que ce soit le retrait chaotique afghan ou d'autres épisodes sous la présidence Trump ont montré à quel point la défense européenne était plus que jamais nécessaire. Excellente question. Oui, excellente, mais bien formulée, si j'ose dire. Non, je pense que c'est une des leçons qu'on a tirées donc, des années du président Trump, n'est-ce pas, mais aussi de l'affaire afghane tout récemment.
Et la chancelière l'a dit il y a déjà 2 ou 3 ans. Elle a dit donc c'est vraiment il est temps que les Européens prennent leur destin dans leurs mains. Et c'est-à-dire, d'où la nécessité vraiment de renforcer l'Europe de la défense. C'est-à-dire, il nous faut une stratégie, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle c'est ce travail sur la boussole stratégique dans l'Union européenne, mais aussi il nous faut créer des capacités qui ne sont pas suffisantes. Et c'est la raison pour laquelle donc, la France et l'Allemagne se sont mis d'accord pour développer quelques grands projets d'armement. Par exemple, le SCAF, donc c'est l'avion du futur, l'avion combat du futur, le char du futur, de développer une Eurodrone, un avion de patrouille maritime, etc., etc., etc. Donc pardon, excusez-moi, ça ne se fait pas sans mal quand même. Hein. C'est pas gagné. Enfin, le char du futur, ça a l'air un peu difficile. Les accords entre industriels sur l'avion, c'est pas simple. Donc, ce sont des grands projets. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Jamais, donc, on a travaillé donc sur des projets de telle ampleur. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y a des difficultés. Hein. Bon. Mais de toute façon, donc en ce qui concerne l'avion, donc on a maintenant franchi la prochaine étape, ça avance, on travaille sur le char. Donc tout ça, c'est sur notre agenda. Et à mon avis, donc il y a vraiment l'ambition aussi à Berlin. En ce qui concerne donc les 3 candidats à la chancellerie, vraiment de poursuivre ce travail très important, de renforcer l'Europe de la défense. En même temps, donc, il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire il faut renforcer les capacités européennes, mais de l'autre côté, donc, la défense de l'Europe, c'est-à-dire la défense collective dans un grand conflit, donc ça va nécessiter à terme aussi le soutien des États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Donc, il faut faire. C'est la raison pour laquelle l'OTAN reste encore important. Juste pour prolonger un tout petit peu là-dessus, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une évolution des mentalités en Allemagne sur la question de la Bundeswehr, c'est-à-dire l'hypothèse de se projeter militairement sur un théâtre extérieur qui pour les raisons que l'on sait, est restée une question souvent longtemps taboue en Allemagne. Il y a vraiment une évolution des mentalités là-dessus? Donc on a vraiment vu une évolution depuis les guerres des Balkans. C'était le début, n'est-ce pas, d'un engagement de la Bundeswehr dans les opérations. Et ça a culminé donc, dans l'opération en Afghanistan. Il y a vraiment là un changement. Maintenant, l'Afrique, donc c'est la région principale de notre engagement militaire avec plus de 1000 soldats dans le cadre des Nations Unies au Sahel, au Mali. C'est aussi quelque chose de nouveau. Donc, jamais, il y a 10 ans, personne disait donc l'Afrique est quelque chose pour un engagement militaire allemand. Et maintenant, c'est notre engagement militaire le plus important. C'est-à-dire, ça a vraiment changé. En même temps, donc cette relation des Allemands envers des engagements militaires, des opérations militaires, est encore fortement influencée par notre histoire. C'est-à-dire il y a là une certaine réticence, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'emploi de l'instrument militaire. Tandis qu'en France, c'est une tradition ininterrompue en ce qui concerne l'emploi de l'instrument militaire. Donc là, en ce qui concerne les cultures stratégiques, si vous voulez, il y a encore des différences considérables. Alors, une autre question, là-bas, je voyais, je regarde de l'autre côté aussi. Allez-y. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. On sait que Armin Laschet, le dauphin désigné d'Angela Merkel pour le scrutin du 26 septembre, est en position délicate dans les sondages. J'aurais voulu savoir,
à quel point la situation aurait-elle été différente si Angela Merkel avait décidé de briguer un 5e mandat? Autrement dit, est-ce que la personnalité, la popularité d'Angela Merkel lui aurait permis d'être beaucoup plus haut dans les sondages qu'Armin Laschet? Ou bien, après 16 années de pouvoir d'Angela Merkel, de la CDU, il y a une forme de lassitude qui s'est installée dans le pays et que voilà, les cartes sont redistribuées. Alors nous voilà sur la campagne. Oui, bon, donc si un leader quitte la scène politique, c'est toujours un tournant, n'est-ce pas? Et ça crée une situation tout à fait nouvelle, donc pour tout le système politique, système parti, mais aussi pour son parti. Donc, il est clair qu'il y a aussi donc ce processus qui a mené à la décision que Armin Laschet sera le candidat de la CDU n'était pas facile. Mais je dirais que c'est aussi pas tellement étonnant. Après 16 ans donc d'une chancelière tellement forte qu'il y a un tel processus de la succession donc implique aussi donc des difficultés. C'est pas étonnant. C'est pas du tout étonnant. Mais c'est comme ça. Donc je n'étais pas étonné par ce développement. Mais finalement, finalement, pour dire ça, donc il y a des sondages, mais il faut encore entendre le résultat final. Donc, donc il ne faut pas surestimer. Donc, il ne faut pas prendre les sondages pour le résultat final. En sachant qu'il y a quand même beaucoup de votes par anticipation en Allemagne. Mais il y a donc j'ai lu aujourd'hui que encore 40% des gens n'ont pas encore pris leur décision. Il y a beaucoup d'indécis donc aussi. Ouais. Mais juste pour prolonger cette question-là, on a la sensation que finalement, si Olaf Scholz, donc le candidat du SPD, semble faire la course en tête, en tout cas selon les sondages, c'est parce qu'il est apparu comme le plus merkelien dans sa façon d'être, de se comporter. Donc finalement, l'héritier, même s'il est d'un autre parti, de la chancelière. Et que c'est pour ça qu'il est en tête, tout compte fait. Oui, c'est toujours une question pourquoi est-ce qu'on mène dans les sondages. Donc ça pourrait avoir plusieurs raisons. Donc je pense que ça sera un enjeu très intéressant après les élections, donc l'interprétation, le décryptage, n'est-ce pas, de ces élections. Alors il y avait un autre bras levé, il me semble, par là, j'avais cru voir. Sinon, il y a là devant à gauche. Allez-y. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Nous avons évoqué la question de l'autonomie stratégique. Une autre question de fond qui sépare pas mal le couple franco-allemand, ce sont les questions budgétaires. Récemment, hier, Ursula von der Leyen a évoqué l'idée de réviser les critères de Maastricht. Est-ce que, et la Cour, Karlsruhe, l'an dernier, a pointé des inquiétudes vis-à-vis de l'attitude de la BCE suite à la crise de 2008, le fait d'assouplir les dettes et de mutualiser la dette. Est-ce qu'il y a une lame de fond en Allemagne qui s'oriente vers une tolérance budgétaire, alors que pendant très longtemps, l'Allemagne a été le modèle de la rigueur pour l'Union européenne? Bien, donc, pour le moment, le pacte de stabilité a été suspendu, n'est-ce pas, y compris les règles à cause de la crise pandémique. Donc, il y a une discussion à Bruxelles sur une possible réforme du pacte de stabilité. Donc, il n'y a pas encore des propositions là-dessus. En ce qui concerne cette question, donc il y a des vues différentes aussi entre les partis à Berlin. Il est tout à fait clair que les chrétiens démocrates et les libéraux donc se sont prononcés pour le maintien du pacte de stabilité tel qu'il est. En principe, le ministre des Finances, M. Scholz, aussi candidat à la chancellerie, s'exprimait de la même manière, n'est-ce pas? Il s'est prononcé pour créer des ressources propres, plus de ressources propres de l'Union européenne pour faire des investissements dans les secteurs stratégiques, tandis que chez les Verts, il semble qu'il y a un peu
plus de souplesse, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une discussion qui va commencer probablement l'année prochaine. Mais si vous me demandez, donc quel est le sentiment général aussi dans la population au monde, c'est plutôt conservateur en ce qui concerne le pacte de stabilité. Mais ça dépendra quand même un petit peu de la composition de la coalition, puisqu'il y aura coalition forcément à l'issue de ces élections. Oui, tout dépend enfin de la composition de la coalition, oui, du traité de coalition, oui, c'est vrai. Parce que selon qu'il y a la présence, en l'occurrence, souvent dans les coalitions, ce qui est important, c'est pas le premier parti, mais c'est le deuxième ou le troisième, en fait, qui parfois tient les clés. Donc, c'est la négociation. Et oui, selon que ce sont par exemple les Verts ou les libéraux, c'est pas la même chose sur les questions d'orthodoxie budgétaire. Oui, pas du tout. Est-ce qu'on a encore le temps pour une ou deux questions, peut-être? Je ne sais pas. Là devant. Un petit peu plus bas, voilà. Voilà. Bonsoir à vous. C'était une question sur la position en fait, de l'Allemagne vis-à-vis de la dépendance et de l'indépendance de chaque pays, en particulier sur la question de règles vis-à-vis de la justice européenne. Je pensais en particulier aux dernières positions de Michel Barnier qui ont fait polémique au niveau, semble-t-il, européen. Donc un peu comment l'Allemagne se situait par rapport à cette prise de distance, on pouvait penser, de quelqu'un qui a toujours été un Européen assez convaincu dans une forme de liberté de manœuvre qui semblait revendiquer peut-être. Bon, ce qui concerne, c'est un peu la question de l'immigration, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne, ça, c'est une question très difficile. Donc, on est en train maintenant de travailler sur le système d'asile et de migration européen. Ça a commencé sous la présidence allemande. C'est un travail qui est poursuivi. Et la chancelière, à un certain temps, elle a dit qu'il était peut-être plus difficile de trouver un accord sur cette question que de trouver un accord sur les questions financières. Bon, tout est dit. Hein. Donc, mais en ce qui concerne cette question, donc c'est la position allemande, n'est-ce pas, qui est partagée par tous les partis, qu'il nous faut arriver à une migration, y compris une immigration qui est bien régulée. Mais il est aussi clair que aussi un pays comme l'Allemagne a besoin de l'immigration parce qu'il y a, en ce qui concerne le marché du travail, par exemple, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc il nous faut de l'immigration, mais il faut que ce soit une immigration qui soit bien régulée, qui est basée aussi sur une protection de nos frontières extérieures. Mais, comme j'ai déjà dit, donc d'arriver à un tel accord sur la question de l'immigration d'asile au sein de l'Union européenne, ça c'est extrêmement difficile parce que les intérêts des États membres sont très différents. Je vais prolonger un peu la question parce que je trouve qu'il y a un codicile. Sylvie Veil le disait tout à l'heure, on entre dans un cycle électoral en Allemagne puis en France. Et vous ajoutiez, vous n'avez pas à vous inquiéter, amis français, quels que soient les vainqueurs, la relation franco-allemande ne sera pas en péril. Est-ce qu'à l'inverse, en Allemagne, on ne regarde pas avec inquiétude l'arrivée de l'élection en France au printemps prochain? Bon, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi, donc qui enfin va l'emporter dans le cadre des élections présidentielles et parlementaires. Bon, c'est normal, mais c'est pas seulement les Allemands qui vont regarder. Avec grand intérêt les élections ici en France. Parce qu'en France, en principe, il faut toujours des partenaires qui sont capables de travailler ensemble. Mais ça veut dire qu'on peut entrer quand même dans une zone qui est un petit peu instable quand même, entre les résultats des élections allemandes qui vont donner une coalition dont on ne connaît pas la nature, avec des négociations qui risquent de durer des mois, et après on va basculer en campagne électorale française avec les tensions qu'on peut imaginer. C'est pas une zone très très simple quand même. Non, je pense c'est la raison pour laquelle il faut vraiment maintenir donc ce momentum très positif et dynamique qu'on a développé l'année dernière. Donc
je suis d'accord. Donc, le calendrier politique pose un défi de ce point de vue. Mais de l'autre côté, le temps presse, n'est-ce pas? L'Europe ne se trouve pas dans une situation facile. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas arrêter. Mais de l'autre côté, il y a des élections, c'est un fait aussi. Il faut de quelque sorte se débrouiller. On va se débrouiller. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Hans-Dieter Lucas. Merci. Merci.